Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec nos invités. Bonjour Akhlouf Sanhaja. Bonjour. Bonjour Aziz Mourtari. Bonjour. Et bonjour Saïd Jafar. Bonjour. Mourad Amiri nous rejoindra au courant de cette émission. Merci d'être avec nous donc dans ce Café Presse Politique marqué par beaucoup d'actualités évidemment cette semaine. On commence par l'image qui vous a marqué cette semaine. Alors on commence par vous, Akhlouf Sanhaja. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ce qui m'a marqué, c'est le procès de personnes qui ont été accusées pour avoir porté l'emblème. Mais je vous dis, peut-être ça fait très banal parce qu'on en parle depuis longtemps. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le ridicule qui nous tue pas. C'est-à-dire, ils sont arrêtés pour quelque chose, alors que la langue tamazight, elle est officielle et nationale, et on les arrête pour ça. C'est ça, en fait, c'est le ridicule. Là, c'est pas pour ne pas rabâcher tout le discours autour de cette question. C'est plus sur jusqu'où on va avec ce ridicule. Ce pouvoir nous emmène jusqu'où dans l'exagération du ridicule. Aziz Mourtari, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Moi, ce qui m'a marqué, ce sont les funérailles de Jacques Chirac. Non pas par amour ou amitié particulière pour un président étranger, quel qu'il soit, parce que je rêve d'un jour où un président algérien élu fasse un consensus aussi honorable dans son enterrement dans son pays. Les funérailles de Jacques Chirac prouvent qu'il a été un président élu et qu'il a été plus ou moins accepté par son peuple. Donc, comparaison avec le nôtre, qui voulait était l'homme du consensus en 99. Non, c'était je vous rappelle. C'était l'homme d'un faux consensus. La preuve, regardez comment ça se termine. Boudiaf, c'est autre chose. La preuve, ça c'est mal terminé. Même Boumediene, il a eu un enterrement assez particulier. Boumediene a eu un enterrement assez particulier. Parce qu'il était plus ou moins respecté par son peuple. Et il ne passe pas Vous pour... êtes d'accord, ça? Il était respecté. Il ne passe pas pour... C'était autoritaire, mais il était respecté. En fait, il avait un sens de l'État qui s'est perdu. Il ne volait pas. Voilà. Et l'histoire ne retient pas de Boumediene que ce fut un voleur. Et le peuple algérien a connu des voleurs. Il y a une différence fondamentale, mais c'est pas ça le problème. Le jour où un président algérien aura des funérailles aussi agréables, on aura franchi un pas important dans le processus démocratique. C'est une image que j'ai retenue. Saïd Jafar, qu'est-ce qui vous a marqué? Je vais rester sur ce que disait Sanhaja. On vient de publier là à l'instant une longue interview avec Sadek Hadjros, qui parlait de cette histoire de gens arrêtés pour les emblèmes amazigh. Il faisait référence un peu à la fausse crise berbériste qui avait été fabriquée de toutes pièces. Il remarquait que lui, il trouvait que la société algérienne a évolué de manière considérable en dépit du matraquage. Le fait que les gens vivaient tranquillement la présence du drapeau amazigh était pour lui un signe très positif. Et la réaction du pouvoir, c'est elle qui montre que sont vraiment hors du coup, hors de l'histoire. Et voilà, c'est un entretien qui est paru dans le HuffPost. Voilà.
Merci pour vos images respectives de la semaine. Pourquoi on vous a reçu, Akhlou Sanhaja et Aziz Mortali? Parce que vous êtes des Algériens qui vivent à l'étranger. Et on sous-estime beaucoup le rôle des Algériens de l'étranger, surtout depuis le début de la révolution pacifique du 22 février, alors que la diaspora a un rôle très important. C'est une diaspora qui a été réprimée politiquement, je veux dire, ces dernières années, surtout par ce fameux article 51 proposé par le gouvernement qui interdit aux doubles nationalités d'avoir un rôle important dans la vie politique en Algérie. Je pense que c'est un des rares pays qui avait voté cela. 7 mois après le 22 février, est-ce que la diaspora est toujours aussi mobilisée comme le sont les Algériens? On commence avec vous, Akhlou Sanhaja. Moi, avant de revenir à la réalité, j'ai juste envie de dire, si je prends beaucoup de temps, je vous autorise de m'arrêter, de rappeler l'histoire de la diaspora dans l'indépendance de l'Algérie. C'est important parce que les messalistes, c'est-à-dire 54 n'est pas arrivé comme ça. Voilà, il y a eu des cégétistes, il y a eu des militants ouvriers, il y a eu Parti communiste, les Messali el-Hadj, l'Étoile nord-africaine, qui ont contribué à la maturation de l'idée de l'indépendance. On est d'accord, hein. Et évidemment, l'indépendance s'est faite avec le peuple ici, mais la diaspora elle a joué toujours ce rôle de non seulement physiquement mais intellectuellement dans l'indépendance de l'Algérie. On arrive à l'histoire de ce conflit de les Algériens de l'intérieur et de l'extérieur à redire, à discuter, parce que moi je pense qu'il y a dans le contexte peut-être on va pas le s'étaler ici. Et ensuite sur l'indépendance en 62, on ferme le pays. Et on exclut tout le monde. Et on exclut y compris les Algériens qui ont contribué à l'indépendance de ce pays, ce qui a fait que de plus en plus on s'enferme et celui qui a une idée en dehors d'ici, et on l'accuse de Hezbo Faransa, sachant que les mêmes pouvoirs depuis l'indépendance, je pense ça s'est accentué depuis les années 90, ils vivent fait Faransa, Khermen, les immigrés, mieux que les immigrés, mieux que les Harraga qui vivent là-bas, parce que les Harraga qui sont partis ou les militants comme nous qui sommes partis, on n'a pas forcément une aisance de vie, alors que la plupart des enfants des dirigeants, ils habitent dans le 5e arrondissement. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le luxe de Paris, quoi, et le luxe de Londres et le luxe et ils nous culpabilisent nous et ils nous interdisent de se prononcer sur ce qui se passe en Algérie. Et je dirais même, je ramène le débat un peu, cette idée de nous interdire, elle est rentrée aussi dans l'esprit et dans la tête de certains démocrates et certains militants qui nous culpabilisaient. Vous êtes partis, donc vous n'avez pas c'est un vrai débat. C'est un vrai débat qu'on retrouve pas au Maroc, qu'on retrouve pas chez les Tunisiens, qu'on retrouve pas. Les Tunisiens et les Marocains reconnaissent leurs concitoyens, les Algériens de l'extérieur. Et d'ailleurs, on l'a vu en Tunisie, ils ont énormément contribué à la révolution. Donc, je rappelle juste le cadre pour dire, nous, en France, d'ailleurs, diaspora, c'est un peu discuté parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Le mouvement ouvrier, les immigrés, il y a plusieurs définitions. Mais nous disons que non seulement on soutient pas le Hirak, on est le Hirak. Parce que quand moi, en tant que femme, le code de la famille s'applique sur moi, même en étant citoyenne binationale, le code de la famille s'applique sur moi. Donc je ne suis pas en solidarité avec l'Algérie. Je suis en lutte pour le changement des lois et des mentalités en Algérie. Je ne suis pas juste dans la solidarité. Et pour dire que des centaines de milliers d'Algériens sont sensibles et regardent de très près, vraiment. D'ailleurs, les télévisions, surtout les immigrés, première génération et deuxième, pas les enfants d'immigrés. On en reparlera tout à l'heure pour ne pas accaparer la parole. Ils se sentent français. D'ailleurs, ils viennent pas beaucoup avec nous. C'est la 3e G. D'ailleurs, moi, je dis à tous ces gens qui disent ouais, mais il y a pas les petits beurs avec nous. Mais les petits beurs, c'est des Français, contrairement à ce que le Front National et la droite pensent. Et donc, et par contre, les gens qui sont partis en 90, qui étaient forcés de partir, etc. Je vous assure, ils regardent plus les télés quasiment françaises. Ils sont branchés sur minute par minute ce qui se passe en Algérie. Et c'est comme ça qu'on a des milliers de personnes tous les dimanches. J'ai envie de dire tous les dimanches.
on reprend une partie de la France, on l'algérianise et elle devient algérienne, la place de la République, et après on la libère. Aziz Bouhtari, le rôle de la diaspora, toujours important, toujours le même depuis février. À mon avis, moi vous êtes établi à Bruxelles. Moi je suis établi à Bruxelles, ça fait 3 semaines que je suis à Alger, j'ai participé à quelques marches du mouvement citoyen algérien. Honnêtement, je ne vois pas de différence fondamentale, que ce soit dans les slogans portés par les gens, que ce soit dans leurs revendications, que ce soit dans leurs espoirs, entre les Algériens d'ici et de là-bas. Honnêtement, non. Bon, il y a l'histoire, Sanhaja l'a rappelé, etc. La Fédération de France était le plus grand contributeur financier pour le FLN. Il n'est qu'à reprendre les écrits des principaux leaders de la Révolution pour savoir que la guerre de libération algérienne a été faite ici et là-bas en Europe, notamment en France. Et donc la question ne se pose pratiquement. Même au niveau des massacres, entre 54 et 62, les Algériens étaient massacrés en France, comme ici. Il y a des faits historiques marquants. Il n'y a pas de... Et le 17 octobre, d'ailleurs, voilà, entre autres, chaque année. Voilà, entre autres, il n'y a pas eu que entre autres le 17 octobre. Et le pouvoir algérien, qu'on appelle Issaba, avait promis, à mon avis, c'était des mensonges d'État, avait promis de faire des démarches pour faire éclater la lumière sur les crânes, etc. Mais il s'avère, j'ai discuté avec des historiens amis, qu'au niveau des paroles, ils font des choses, après ils disent aux partenaires français que ça fait rien, on dit ça pour l'opinion publique algérienne, mais ne restituez rien, etc., etc. Parce que le pouvoir algérien n'a jamais été, en fait, porteur de l'histoire de l'Algérie. Formellement, oui, mais dans les faits, dans les fondements, il n'y a pas de musée, voilà. Donc, pour la mobilisation, honnêtement, personnellement, à Bruxelles, c'est éparpillé. Il y a des mobilisations, mais c'est pas très important comme en France, en Angleterre, au Canada. Mais tout le monde est impressionné par la cadence, la régularité et la constance de la mobilisation algérienne en France et en Occident. Pas uniquement pour la Coupe d'Afrique, hein. Pas uniquement pour la Coupe d'Afrique des Nations, ici comme ailleurs. C'est vraiment un phénomène exceptionnel. Il y a même des études, j'ai des amis, enfin un peu partout, des études sur la nature de ce mouvement, pourquoi il est si important, pourquoi la communauté algérienne est très impactée par cela. C'est vraiment un phénomène. Tout comme le mouvement citoyen, depuis 8 mois, pacifique, pas de casse, pas de violence. C'est vraiment un fait majeur. Hein. Saïd Jafar? Écoute, ce sont nos amis, hein. Ce sont des amis qui sont partis dans les années 90. Il y a des gens qu'on connaît. Et il y avait 2 types de comportements dans ces amis qui sont partis. Il y en a qui ont tourné radicalement le dos. Ils sont partis en colère contre eux-mêmes, contre leur société, etc., et qui ont décidé que ça y est, ils tirent, ils font une autre histoire. Et puis il y a eu des gens qui sont partis tout en restant très intéressés par ce qui se passe. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que avec le mouvement, on a un lien que se recrée, même ceux qui étaient partis en disant je tourne le dos, c'est terminé, ils se remettent à s'intéresser au pays, et ils se posent des questions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, et ça je trouve que c'est le Hira qui est en train de remettre les Algériens qui sont partis pour ne pas revenir. Il les a remis dans le pays, dans l'intérêt pour le pays. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important. Est-ce qu'on parle assez du rôle de la diaspora en Algérie, Saïd Jafar, dans les médias? On n'en parle pas, mais je dois dire quand même que pourquoi les Tunisiens et les Marocains ont moins de problèmes à évoquer ça, c'est que parce que notre diaspora est la moins organisée, hein. C'est la moins structurée. Mais la plus nombreuse. Elle est la plus nombreuse, mais elle n'est pas organisée. C'est la moins organisée, ce qui fait que sa voix, elle n'est pas portée. Il y a des groupes militants, effectivement, qui peuvent être assez actifs, mais ce n'est pas porté. Alors que normalement, la diaspora algérienne,
peut être d'un poids important, y compris pour défendre les intérêts de l'Algérie. C'est pas spécialement, mais voilà. Le fait est que pour des raisons trop complexes à expliquer, notre diaspora n'est pas organisée. Moi, je peux dire un mot pour ça. Je pense que d'abord, au départ, la diaspora, enfin, le mot, les Algériens, voilà, parce qu'on va pas. Les expatriés, voilà. Il y a eu l'amicale et puis beaucoup d'Algériens qui partaient. En tout cas, il y a eu plusieurs départs. On parle du départ des années 90, parce que avant 90, c'est-à-dire avant 62, c'était des ouvriers qui ont été, donc, ils sont intégrés dans les syndicats, notamment, je parlais du mouvement ouvrier, les CGTistes qui sont rentrés dans le MNA, FLN, etc. Voilà. Après, leurs enfants, à partir de la deuxième, troisième génération, ça y est, c'est des Français. Donc l'Algérie, c'est les vacances. Et dans les meilleurs des cas, et dans les pires des cas, c'est des vacances dures. C'est-à-dire quand ils partent en Kabylie ou ils viennent pas aux plages. C'est très récent ces histoires. Mais donc l'Algérie, c'est un peu ça. Et après, on arrive avec l'immigration de 90. Moi par exemple, j'ai connu les Beurs. Ils étaient étonnés. Ils pensaient que j'étais là. Ils avaient pas vu. Beaucoup n'avaient pas vu de prototype comme moi. Pour eux, j'ai appris à m'habiller comme ça, presque en Algérie, en France. Je leur dis non, mais moi j'étais à Alger comme ça, je fumais, je sortais. Il y a des gens qui font pas le Ramadan en Algérie. Il y a des gens qui s'habillent en décolleté. Donc ils apprenaient avec nous une autre Algérie que celle des parents. T'as le le village, parce que sinon le voisin ou le cousin, etc. Et donc cette diaspora, quand elle est partie, d'abord elle est partie avec une douleur. Faut dire la vérité. C'est pas comme si c'était une diaspora qui partait. On n'avait pas les appartements du pouvoir du 5e et 6e arrondissement dont je parlais. Beaucoup qui étaient médecins, qui ont galéré, ils sont partis pour des raisons, ils étaient pour certains menacés de mort, même beaucoup. On est d'accord. Donc quand ils partaient, c'était la survie d'abord. C'est d'abord la survie, on travaille, etc. Et après, avec les Algériens, il y a, vous avez raison de parler par rapport aux Tunisiens et Algériens et Marocains. Je pense que nous, l'Algérie, on a, qu'on le veuille ou pas, c'est positif ou négatif, je vous laisse juger, mais en tout cas, on a un lien avec la France. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très vite, avaient des amis chercheurs à l'université, des amis syndicalistes. Et donc, l'intégration se fait en tant qu'individu, en tant que citoyen. Et comme il a dit, il y a des personnes qui avaient, c'était tellement douloureux qu'on avait envie de tourner la page. Et voilà que le Hirak vient. D'abord, avant le Hirak, j'aimerais juste le rappeler, en 2011, il y a eu un petit début quand ça a commencé à bouger. D'ailleurs, le printemps arabe. Le printemps dit arabe, parce que ça aussi, on en parlera sur ça. Mais voilà, donc quand ça a bougé un peu ici, tout de suite, il y a eu des rassemblements. Il y a eu, je pense, sans exagérer, plus de rassemblements de personnes sur la place de la République qu'à Chamaneuve, quoi. Parce que les gens étaient, d'abord parce qu'on a la liberté de s'organiser, de sortir. Je dis pas qu'on est plus, non, pas du tout. Mais c'était plus facile de demander une autorisation de se sortir, alors qu'il y a donc du coup c'était plus facile. Et après, nous, par exemple, moi je fais partie d'une association qui est née suite à ça, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie, et on est resté. Et donc, comme il se passait pas grand chose en Algérie, on a continué quand même à avoir des débats, avoir des liens avec des intellos qui venaient de passage en Algérie, des militantes féministes, des syndicalistes, pour comprendre, pour garder le lien. Et le Hirak, je vous assure, c'est un moment magique, comme en Algérie. À la place de la République, on apprend à se connaître. On apprend. Au début, il y avait des disputes entre les uns et les autres. On a appris à. C'est devenu presque jour de fête à la République. Et quand on vit à l'étranger, comment est-ce qu'on voit les actions du gouvernement, surtout avant le début de la révolution pacifique? Est-ce qu'on a conscience que c'est des actions qui vont à l'encontre de la diaspora, notamment cette volonté de l'exclure, de contribuer à l'avenir du pays, comme la fameuse loi 51? De toute manière, les citoyens en général sont exclus. Les Algériens d'Occident étaient choqués par les mesures qu'on appelle comme ça à la Soviet les mesures Oyhia sur l'exclusion des Algériens pour ce type de choses, pour ce type, etc. C'était tout d'abord une tentative idiote, anormale de division. Ils sont aussi choqués par la façon dont
les autorités algériennes, depuis les 20 dernières années, j'insiste, c'est mon point de vue, il y a une volonté politique de ne pas laisser les Algériens s'organiser en Europe, hein, comme en Algérie, il n'y a pas de changement. Voilà. Pour l'immigration, etc., ce qu'a dit Sanhaj, je suis d'accord. C'est un peu l'histoire de l'immigration. Il ne faut pas prendre la donnée algérienne comme une exception. C'est un peu l'histoire de l'immigration. L'exception, c'est la nature entre les Algériens d'Algérie et de France, vu le nombre, vu l'histoire compliquée mais un pouvoir démocratique sérieux aurait dû bien négocier la présence algérienne en France et imposer, y compris des élus dans le Parlement, dans les communes. C'est ce que fait le Maroc en sourdine pour imposer. Vous trouvez qu'il l'a fait pour quelques-uns, j'ai pas envie de donner leur nom. Non, je parle pas. Mais quelques noms arabes, ils ont été conseillés par Bouteflika. Non, ça se parle pas de ça. Un pouvoir démocratique peut s'appuyer sur la forte immigration algérienne en France pour changer les cours et négocier les cours des événements historiques et politiques et imposer des mesures en faveur de l'Algérie. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas comme il ne le fait pas dans beaucoup de choses pour les Algériens. À quoi ont servi les mesures anti-diaspora finalement ? À mon avis, ça exprime. Personne ne les a beaucoup dénoncés ici. Bien sûr, mais il y a plein d'amis qui sont à l'étranger qui ont pris la chose avec philosophie. De toute façon, tous les Algériens, la citoyenneté des Algériens en général n'est pas reconnue, à plus forte raison. Quand ils se mettent à focaliser sur soi-disant les binationaux, ça devient une manœuvre dérisoire, hein. Mais le vrai débat, c'est est-ce que le régime algérien va finir par accepter l'idée que les Algériens ont besoin et demandent et exigent d'être des citoyens égaux? Et c'est ça la vraie question, et c'est ça le combat qui est en train de se d'ici et ceux de là-bas. Hein? Voilà. Mais je pense que la manœuvre est aussi pour diviser. Il y a les berbères, il y a les arabophones, il y a les blancs. Presque on va devenir les blancs et les bruns, et ça fait partie de la division. Ça, je pense, c'est le premier élément pour qu'il y ait le moins possible de communion, de solidarité, de pas faire peuple. Et la deuxième chose, il me semble aussi de jouer sur le nationalisme. Ce qui a toujours été la carte qu'on sort, eux c'est presque le bled, quoi. Ils peuvent pas le dire parce que leurs enfants ils sont. Voilà. Le problème, c'est que ça vient des gens qui achètent des biens immobiliers en France, hein, dans des quartiers UP, et qui ont souvent parfois de la nationalité française. Et donc, en tout cas leurs enfants. Quand c'est pas eux, c'est leurs enfants. Qu'aujourd'hui l'information circule. Ça devient de plus en plus difficile à manœuvrer ce genre de choses. Les Algériens, finalement, arrivent à faire la part des choses et à découvrir que ça n'a pas de sens. Non, mais l'Ayadi al-Kharizia, ça ne prend plus parce que l'Ayadi al-Kharizia qui est envolé, ça circule au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, je sais pas. Ce sont généralement des anciens responsables algériens, qui ont volé, qui ont des appartements en France, en Espagne, en Angleterre. C'est pas les immigrés, ni les haragas, ni ceux qui sont partis en 90, ni les fils d'immigrés, hein. C'est clair, net et précis. Donc, cette histoire de Ayadi Kharizia... Actuellement, le régime est en train de mettre en prison une partie de ses propres responsables qui nous donnaient des leçons de nationalisme, etc. Et donc, voilà, ça tombe à plat, ces histoires-là. Il y a un débat national qui doit être mené de manière paisible. Les Algériens restent pacifiques. Ils veulent que le changement ait lieu. Ils le font de manière pacifique. Voilà, et je pense que c'est ça qui doit être avec les initiatives. Quelles sont les initiatives futures et les actions que vous préparez notamment en France, Akhloof Sanhaja? D'abord, on fait une marche de commémoration du 5 octobre parce que c'est important pour nous. Le 5 octobre, ça a été quand même le début de la démocratie
une ouverture démocratique que beaucoup de gens ne savaient pas, parce que tout le monde se posait la question, le printemps arabe dont vous parliez, nous on disait que nous on l'a fait le 5 octobre déjà, et ça a été soldé parce qu'on a vu une petite récréation démocratique qui a été très très vite après réprimée. Après le 1er novembre, pour nous c'est une date aussi symbolique qu'on veut se réapproprier, que le 1er novembre n'appartient, et qui tombe un vendredi, mais nous du coup c'est férié parce que c'est la Toussaint, et que c'est férié, donc du coup ça a toujours été la Toussaint, du coup c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs à partir, donc voilà, je disais le 1er novembre, c'est important pour nous parce que ce pouvoir, c'est accaparer les symboles. Presque un moment avant le Hirak, c'était presque, on le regardait d'un truc, et ben non, Minjibalina nous appartient, le 1er novembre nous appartient, et ils l'ont falsifié, et il est temps pour qu'on se le réapproprie. Et donc pour nous, pourquoi c'est important aussi le 1er novembre, pour aussi dire aux Français que l'Algérie que vous soutenez, elle est indépendante aujourd'hui. Alors soit vous qui nous bassinez avec votre démocratie supérieure, et ben il est temps que vous vous positionnez et vous vous démarquez des dictateurs. En parlant du 5 octobre, c'est quand même important de le dire, c'est quand même un début de démocratisation qui s'est arrêté, qui s'est bloqué, qui a sombré, et c'est une opportunité historique pour l'Algérie d'avancer de manière sérieuse. Et aujourd'hui, il faut dire que les Algériens ne veulent pas rater cette nouvelle opportunité historique qui est devant eux. Ils le font en tirant de manière très intuitive tous les enseignements qu'ils ont eus des années 90, pas de violence, pas de destruction, on reste pacifique, et c'est une puissance morale que ces Algériens sont en train d'exprimer, et malgré toutes les menaces, la répression, les arrestations, voilà. Merci beaucoup. Le Café Presse Politique revient dans un tout petit moment, restez branchés. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Merinal, notre priorité, la qualité. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec nos invités Akhlouf Sanhaja, Aziz Mouhtari, Saïd Jafar et Mourad Amiri vient de nous rejoindre. Bonsoir Mourad. Donc bonsoir, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous rapidement. Donc c'est Mourad Amiri, donc cadre au ministère de l'Intérieur, donc poursuivi par l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc pour mon engagement donc pour le Hirak. Donc j'ai mon procès donc qui est prévu pour le 6 octobre 2019. Donc le dimanche prochain, donc je serai devant le juge pour répondre donc de l'accusation que me porte l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc pour donc appel à attroupement, désobéissance, insultes et ainsi de suite. Donc je répondrai présent comme je l'ai fait déjà auparavant. Donc ça me fait pas peur. Donc mon engagement au sein donc de ce Hirak, donc c'est un engagement donc solennel d'être aux côtés de mon peuple parce que je suis au service de ce peuple. Et vous ne travaillez plus au ministère de l'Intérieur évidemment. Donc actuellement donc je suis suspendu de mes fonctions à partir du 27 juillet. Je l'assume pleinement. Donc pour le moment donc je suis confiant. Et vous étiez ce matin devant le tribunal de Sidi Mohamed donc à Alger pour la comparution de Karim Tabou et de plusieurs autres militants, manifestants qui ont été arrêtés et personne n'a été relâché donc à part une personne je pense. Donc la justice a confirmé le mandat de dépôt pour tout le monde y compris pour Karim Tabou. Oui, y compris pour Karim Tabou. Donc la confirmation donc du mandat de dépôt donc de Karim Tabou, de Samir Belarbi ainsi que les autres détenus, mis à part donc
celui qui est atteint du cancer, donc il a été relâché provisoirement aussi, mais le maintien sous contrôle judiciaire. Du contrôle judiciaire, exactement. Saïd, donc pas de pas en arrière, aucune mesure d'apaisement pour l'instant. Même Karim Tabou a été remis en prison après un acte isolé. C'est quand même sans précédent cette histoire de Karim Tabou qui est élargie par le tribunal. Enfin élargie, il n'est même pas. Il est mis sous contrôle judiciaire. Et 14 heures après, il est ramassé, on le ramène devant une autre juridiction pour le mettre sous mandat de dépôt. Je crois que dans les annales de l'histoire de la justice algérienne, qui avec tous ses défauts, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment sans précédent. Ça ne peut être expliqué que par un fait de prince. Il y a rien d'autre. Et ça démontre aussi quand même que il y a des juges qui fonctionnent selon le critère de la loi, sans attendre des coups de fil. C'est ce qui s'est passé la première fois, et donc apparemment. Donc c'est assez remarquable et c'est stupéfiant. Cette histoire de Karim Tabou. Je passe aussi sur les mises en détention pour des motifs très léonins, atteinte à l'unité nationale, etc. Ce matin, j'étais devant le tribunal avec vous et j'avais rencontré trois jeunes Algériens, notamment un Syrien, et leur frère avait été aussi interpellé hier en rentrant à Alger. Il n'était pas loin d'une manifestation d'étudiants. Ce n'était pas un étudiant. Il a été arrêté, écroué et présenté aujourd'hui devant le procureur. Donc ça, c'est un cas isolé dont on n'entend même pas parler, et ils sont certainement plusieurs dizaines. Mourad Amiri. Donc il y a un fait aussi dont il faut faire rappeler les faits. Donc l'accusation retenue contre Karim Tabou, c'est un appel fait par une vidéo, et dans cet appel-là, il y avait Madame Benabou qui faisait partie du panel, donc c'est dans la même vidéo, et Monsieur Erhabi. Comment se fait-il que Monsieur Karim Tabou est mis en accusation pour cet appel et les autres, Madame Benabou et Monsieur Erhabi, ne sont pas présentés devant la justice pour le même fait? Mais c'est un appel qui a été lancé quand? Il y a longtemps? Oui, pour une marche du vendredi, je pense. Vous pensez que c'est vraiment à cause de cet appel? Ça a été retenu. Il y avait Madame Benabou aussi, c'est bizarre. Madame Benabou, il y avait un appel Habi, pour une marche, il y avait Bouchachi, etc. Mais je savais pas que c'était ça. Que ça a été retenu. C'était cet appel qui a été retenu. Et comment est-ce qu'on explique dans les milieux cette réincarcération après sa libération? C'est parce qu'il y a eu des rumeurs sur justice algérienne, c'est un fait inédit. Donc on n'arrive pas à expliquer cette justice à double tranchant. Akhlouf Sanhaja, comment est-ce qu'on observe ça c'est assez théâtral, quoi. Donc moi quand on dit quel est le chef d'accusation, c'est juste des questions qui n'ont pas de sens, quoi. C'est-à-dire, ils sont en train de perdre les pédales. Il faut dire ça. Il faut qu'on le rappelle parce qu'il est en train de nous terroriser. Mais moi, j'ai envie de dire, Gaïd Salah, il a peur de nous. S'il avait pas peur du Harak et du peuple algérien, il serait plus raisonnable. Il serait plus raisonnable et là c'est comme quelqu'un qui perd les pédales, on va dire il sait pas nager, il va dans tous les sens, mais quelqu'un qui sait nager, il perd pas. Et je pense que c'est ça, et qu'on arrête de dire qu'est-ce qu'elle a fait Louisa Hanoun, qu'est-ce qu'il a fait. C'est des gens qui ont été avec laquelle je suis pas, par exemple Louisa Hanoun, avec laquelle pas du tout d'accord, c'est pas le problème, comme d'autres d'ailleurs. Et d'ailleurs moi j'ai envie qu'on rappelle, nous les militants, les journalistes, de pas citer que des noms. Il y a des jeunes, des centaines de jeunes, parce que رفدوهم قدام المترو واحد رفدوه لابس تريكو تاع الجزائر. C'est quand même hallucinant et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Moi je vais vous dire, ça me fait penser aux couleurs brun. Les bras, c'est-à-dire, j'ai pas envie de dire c'est le fascisme, mais c'est un peu les ratonnades. Ouais. Voilà. C'est inquiétant. C'est inquiétant quand même. Oui. C'est inquiétant. Aziz Mourtali. C'est d'autant plus inquiétant et surprenant que
qu'ici, le mouvement citoyen est pacifique. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de violence. Même dans les slogans, c'est à peu près un programme. Je prends les slogans les plus importants, c'est 3 ou 4, qui peuvent faire partie d'un consensus politique sérieux entre les uns et les autres. Et en plus, ce qui m'intrigue, la vérité, moi j'ai pas de réponse, ce qui m'intrigue, ces arrestations ubuesques ne créent pas le climat favorable, y compris pour une présidentielle à laquelle le chef de l'état-major appelle. Donc même les mesures d'apaisement que les candidats les plus proches du pouvoir rappellent, demandent, ne sont pas appliquées. Et même le panel dirigé par Karim Younes avait demandé un type de mesure d'apaisement, dont la libération des détenus d'opinion, etc. Je parle des détenus d'opinion, les gens impliqués dans la grande corruption, etc. Je ne pleure pas leur sort, la vérité. Je demande à ce qu'on les traduise devant la justice par des... dans un état de droit. Je termine ma phrase. Un procès public, et on doit savoir combien ils ont volé, qui leur a permis de voler et qui le rembourse. Mais les leaders ou les citoyens, faut les libérer, arrêter cette histoire. Est-ce qu'il y a d'autres procès prévus ces prochains jours, à part le vôtre? Est-ce qu'il y a d'autres comparutions qui sont possibles? Donc ces jours-ci, ils sont en train de convoquer, donc au lieu de convoquer tout le monde, tous les détenus à la fois, donc dans la même chambre d'accusation, ils sont en train de convoquer 2 personnes à la fois. Donc ils sont quelque part, donc c'est la défense qui est mise à mal. Parce qu'on convoque les avocats chaque jour pour 2 cas, 3 cas. En quelque sorte, c'est des avocats donc engagés et gratuitement. Donc quelque part, on est en train de gêner cette défense. Quelque part, on est en train de porter préjudice à cette défense. Voilà qu'est-ce qu'il y a actuellement. Donc les avocats, ils en souffrent actuellement. Mais c'est bien que la mobilisation se poursuive tous les jours quasiment devant le tribunal de Sidi Mohamed. Oui, et les jeudis en particulier, c'est ça? C'est le jeudi et c'est demain jeudi, oui. Voilà, et exactement. Et on a rajouté chaque dimanche aussi. Donc dimanche et jeudi à 10h devant le tribunal de Sidi Mohamed. Voilà, exactement. Pendant ce temps-là, eh bien le gouvernement, le pouvoir continue à préparer son élection du 12-12, donc avec de nouvelles candidatures à l'élection présidentielle, des personnes plus ou moins connues ou pas. Les islamistes ont fait le choix de ne pas participer. Saïd Jafal, comment est-ce qu'on peut interpréter la décision du MSP? Est-ce qu'elle est surprenante? Pas tout à fait. En général, ils attendent d'avoir un vrai signal du pouvoir qui n'est pas venu cette fois-ci. Du coup, ils ont fait un choix de ne pas être candidat, soi-disant pour ne pas être en porte-à-faux avec le Irak. Et la deuxième, c'est que sur les candidats qui sont en lice, ils savent pas qui est dans leur esprit, qui est le poulain, et donc ils s'abstiennent voilà. C'est assez opportuniste comme position, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas le choix aussi. Les islamistes ont bien fait, Akhlouf Sanhadjad? Bon, je peux pas parler à la place des islamistes, je suis moins bien placé. Ce que je sais, c'est que les islamistes, ils ont perdu beaucoup de terrain, et donc ils sont en train de regarder, d'observer pour voir s'ils vont se lancer dans l'eau ou pas. Ils savent, à mon avis, que demain, n'importe quel candidat va aux élections, il va droit dans le mur. Et donc, ils sont pas cons. Ils font de la politique, les islamistes, Aziz Mokhtar. Moi, je diverge un peu avec vous. À mon avis, je parle de ces islamistes-là. C'est pas les islamistes. Du MSP, de Jaballah. Jaballah, un peu moins. On parle du MSP. Du MSP, un peu Jaballah. Ils n'ont pas de garantie du système, comme d'habitude. Avant, ils jouaient le rôle de lièvre. Cette fois-ci, apparemment, ce rôle de lièvre, il est ou il sera attribué à d'autres.
C'est tout, hein. Donc, c'est un peu le même état d'esprit que Belkhadem, que le pouvoir, à qui le pouvoir faisait jouer le rôle de draineur des islamistes. Il s'est pas présenté, donc c'est un peu la même. Et ils sont troublés, comme beaucoup de gens. En fait, Aziz, il ne joue pas le lièvre cette fois-ci. Parce qu'il y a un mouvement populaire qui met la pression. C'est vrai. S'il n'y avait pas le mouvement populaire, il accepterait de jouer la partie. Voilà. Donc ils sont politiques, ils prennent acte du fait que c'est une société qui commence à bouger. Ce mouvement populaire qui s'attaque à tous ceux qui se présentent aux élections, est-ce qu'on a cette impression parmi les manifestants, parmi les militants, que on n'accepte pas tous ceux qui se portent candidats? Est-ce qu'on considère ça comme un acte de trahison? J'ai vu quelques slogans hostiles, mais à mon avis, ils ont l'air plutôt de les ignorer. On ignore le choix qu'on attaque. Mourad Amiri, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, donc, le refus de cette élection, il est exprimé donc chaque mardi, chaque vendredi, donc tout le monde le dit. À travers les réseaux sociaux, donc, on a une impression d'une dominance donc du refus de cette élection. Donc, je ne vois pas. Donc, je connais certains amis, donc, qui sont dans des partis qui vont participer à cette élection, eux-mêmes ne croient pas à cette élection. Des proches, donc, à certains candidats actuellement. Une petite question à Saïd avant de passer à vous. Est-ce que, selon vous, les réseaux sociaux reflètent la vie générale des Algériens? C'est ce que j'avais envie de dire, moi. J'avais envie d'intervenir sur ça, moi. Oui, allez-y, alors, on laisse Saïd réfléchir. Moi, je pense, il y a le harak du 22 février, mais il faut qu'on soit honnête aussi avec nous, parce que si on se ment, on va pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'Algériens qui ne sont pas dans le harak et qui n'adhèrent pas au harak, et que ces gens-là se posent des questions sur les élections. Et c'est à nous de leur répondre et d'être clairs. Moi, j'ai envie de parler à ces gens-là, parce que ceux du harak, à la limite, on est dedans. On est tous les vendredis ensemble et dimanche ailleurs dans la diaspora. Mais ces personnes qui se posent la question et qui pensent que c'est la solution, moi, j'ai envie de leur dire, s'ils nous écoutent, j'espère qu'ils nous écoutent, de dire ce n'est pas la solution. Parce que cette solution va accentuer la crise. Nous, on a envie, il y a 7 mois, ça fait quelques années qu'on n'a pas de président. Depuis 2013. Pourquoi aujourd'hui on va être déstabilisé? Eh ben, par contre, là, on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Si on va aux élections, il va avoir le masdaqiya, c'est-à-dire il va avoir la légitimité de sortir ses chars dans la rue parce qu'il va dire je suis élu. Enfin, je suis élu ou celui qui va être élu. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut pas je demande à ceux qui sont sceptiques par rapport aux élections de faire bloc et de dire nous ne voulons pas d'un candidat qui va accentuer la crise. Saïd? Alors, est-ce que les réseaux sociaux, je sais pas. Je sais pas. Ça reflète une partie de l'opinion. D'ailleurs, même ceux qui sont hostiles au Hirak sont très présents sur les réseaux sociaux. Donc ça va dans tous les sens. Ça, la vraie question, c'est qu'encore une fois, nous sommes un pays où les choses élémentaires qui se font ailleurs, la possibilité de faire des sondages d'opinion, etc., tout ça ne se fait pas et ça permet pas d'avoir une vraie image de ce qui se passe. Par contre, on peut dire que il y a une partie substantielle des Algériens qui sont dans un engagement très fort pour le changement, parce qu'ils veulent plus revivre une situation où tu as un régime qui t'impose un homme impotent et qui ramène des dirigeants étrangers pour faire le simulacre, comme quoi c'est un président qui fonctionne. C'est ce régime-là qui a permis ça. C'est-à-dire, il faut se remettre en l'esprit. Depuis 7 mois, on a tendance à le faire oublier, mais les Algériens sont sortis parce que c'était totalement humiliant ce qui est infligé aux Algériens depuis 2014, le fait d'imposer un homme impotent, malade, qui est hors du coup, et à qui on ramenait des présidents étrangers ou des ministres étrangers pour servir d'alibi et d'image à envoyer aux Algériens. C'était un scandale immense qui a blessé les Algériens. C'est pour ça qu'aujourd'hui ce Hirak est si puissant, parce que
c'est un sursaut de dignité que ces Algériens, c'est pour ça, et en même temps, c'est pour ça que ce Hirak est multiple. Il y a des islamistes, il y a des laïcs, il y a des gens de droite, de gauche, etc. Et ils sont unis sur une idée forte. On peut pas se permettre un régime qui met toute une société dans un tel état d'indignité, c'est insupportable. Ce sera plus forte raison pour un pays d'une grande révolution comme l'Algérie. Et d'être en contradiction avec... C'est les mêmes qui ont appelé au 5e mandat qui vont organiser ces élections. Donc il y a un vrai problème, quoi. C'est une humiliation et j'ai envie de dire, elle est plus grande que le cadre vide. Ce que je veux dire et retenir, quel que soit le président qui passera élu, il faut qu'il ait une bonne élection, y compris pour les tenants du système, parce que la situation économique en Algérie sera encore plus difficile. Il y aura des mesures draconiennes à prendre pour rattraper un peu le massacre économique des 20 dernières années. Donc le président un président, quel qu'il soit, dans cette présidentielle ou une autre, doit être en mesure de parler à son peuple, de lui dire la vérité. Donc, l'élection présidentielle crédible est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut que les Algériens l'écoutent. Il faut qu'il y ait un parlement crédible aussi pour relier cette voie. Donc, rester dans cette trajectoire, comme ça, en s'écoutant pas les uns contre les autres, on va droit au mur. Voilà. Donc, si vous voulez une élection crédible, pour moi, elle est importante pour les tenants du système, ceux qui réfléchissent, et pour le peuple, bien sûr. Parce que, une seconde, c'est toujours terminé. Imaginons un président mal élu, le 13 décembre. Les Algériens diront, ils vont continuer le mouvement citoyen. Mais c'est quoi pour vous mal élu? Ça veut dire quoi mal élu? La fraude, c'est-à-dire ils vont l'imposer. C'est-à-dire si un président est imposé, la participation. Ça sera le taux de participation. Ça sera du Yahya raffiné. Il est quand même. Donc vous pensez que l'élection du 12 décembre peut être une élection transparente? Il est admis quand même. On parle d'une élection présidentielle quelle que soit. Pas celle du 12 décembre. Je pense que celle du 12 décembre. Là, il est en train de dire qu'actuellement, les conditions d'une élection correcte, qui mobiliserait les Algériens, parce que c'est ça là. Si on veut qu'une élection présidentielle ait du sens, il faudrait qu'elle mobilise les Algériens, que le président soit élu par une partie substantielle de la nation algérienne pour qu'il puisse agir et faire éventuellement des réformes dures. Effectivement, tout le monde sait qu'en 2021, il y aura plus d'argent, et que ça va être très compliqué. Et il n'y aura pas les 1500 milliards à distribuer à droite, à gauche. On laisse le mot de la fin pour Mourad Amiri. Donc, à 2 mois de l'élection présidentielle, nous n'avons pas le climat que vit l'Algérie actuellement. On n'est pas dans une élection présidentielle. On n'a pas la sensation de vivre une élection présidentielle qui sera déterminante pour l'avenir de notre pays. Ça, il faut le dire. Donc, les Algériens, ils ne ressentent pas actuellement ça. Ailleurs, dehors, on ne voit pas. Même pas une publicité pour cette élection présidentielle. Le pouvoir actuel, je suis certain que même ce pouvoir actuel, ils ne s'engagent pas dans l'élection présidentielle. Ils ont un autre dessein derrière la tête et j'en suis convaincu de ça. Il faut un comité ou un gouvernement, on l'appellera ce qu'on appellera provisoire, qui ramènera la stabilité, qui préparera les élections. Et ce gouvernement provisoire, il sera de démocrates qui existent, de femmes et d'hommes qui existent, qu'ils arrêtent de nous dire il n'y a pas d'alternative. Et certainement des gens des technocrates, qui ont participé au gouvernement, qui n'ont pas les mains sales. C'est la seule solution. Merci beaucoup, Akhlouf Sanhaja. Merci, Aziz Mokhtari, Saïd Jafar. Merci, Mourad Amiri. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce Café Presse Politique. On se retrouve mercredi prochain à 18h sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve.
Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.